on se présente. Comme tu veux. Comme tu veux. Qu'est-ce qu'il faut dire? Son prénom. Pourquoi on est là? Pourquoi on est là? Eh bien Delphine, kinésithérapeute, praticienne de shiatsu, de médecine chinoise, et puis future instructrice d'ONT, donc je suis carrément dans le sujet. J'aimerais bien mettre en place la pleine présence à l'hôpital, savoir comment, par quel biais. Pour l'instant, j'ai pas réussi dans les endroits où j'ai travaillé, mais voilà, savoir comment vous avez fait, quels sont vos contacts, etc., etc. Ok. Isabelle, donc moi j'accompagne Delphine. Je ne sais pas ce que je fais là. Je suis facilitatrice en pleine présence et je suis aussi prof de danse. Et je vais bientôt faire la retraite là-haut pendant 3 ans. Très bien. Et voilà, et j'ai travaillé un peu à l'hôpital psychiatrique. Et j'aime bien toutes ces approches. J'aimerais bien peut-être, après la retraite, aller à l'hôpital pour faire de la pleine présence ou dans les prisons. Voilà. Très bien. On se présente. D'accord. Il faut dire ce qu'on fait. Oui, comme ça, pour qu'on est là. Je m'appelle Frédéric Médedo. Je suis là parce que je m'intéresse à... Enfin, je suis neuropsychologue et je pratique aussi la méditation. Donc j'aimerais bien trouver un moyen de la faire rentrer dans le centre de rééducation dans lequel je travaille. Mais pour le moment, j'ai encore pas trouvé les bons arguments. Je cherche le vocabulaire, les arguments scientifiques, enfin, pour arriver à la faire rentrer. Alors, quand même, pour tout dire que si on parle tant de mindfulness à l'heure actuelle, si c'est devenu quelque chose de complètement... Enfin, c'est vrai, vous ne pouvez pas ouvrir un journal sans voir écrit mindfulness, la méditation, tout le monde parle de ça, etc., etc. Ça vient... Je ne sais pas pourquoi ça... Alors, en France, il faut savoir déjà, ça... Comment dire? En France, c'est un phénomène récent qui a déboulé il y a à peu près 10 ans, en 2005. Où ça a commencé à savoir qu'il y avait des travaux sur la méditation, etc. Mais aux États-Unis, ça fait 30 ans ou 40 ans, et dans tous les autres pays d'Europe, ça fait 10 ou 15 ou 20 ans. Alors bien sûr, peut-être que les chercheurs français ne sont pas tout à fait bilingues, mais il y a eu beaucoup d'études qui ont montré un bénéfice des méditations MBSR, MBST. En France, c'est par... alors, pourquoi? Parce que c'est des protocoles. Et pour les scientifiques, comme il vous a été dit par Mme Barbanson, c'est très important que ce soit des protocoles, que tout soit très précis, et pour pouvoir être étudié. Après, on verra les limites des choses, mais bon, pouvoir étudier. Ces protocoles, c'est essentiellement aux États-Unis les protocoles MBSR, et en France, c'est rentré plus par MBCT. Alors vous me direz, c'est des sites, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Alors, c'est MBSR, c'est le protocole Princeps qu'a mis au point John Kabat-Zinn, et qui est utilisé dans les... Vous connaissez tous John Kabat-Zinn quand même? Non, c'est un scientifique qui a lui-même étudié le dharma dans le zen coréen et qui était aussi un grand pratiquant du yoga. Et comme médecin, en fait, il était plutôt biologiste, il était biologiste à l'université du Massachusetts, à Boston. Et un jour, il discutait avec des confrères qui avaient des problèmes de maladies chroniques ou de douleurs. Je ne sais pas si vous savez, mais en médecine, le but longtemps, ça a été de traiter les gens, de les guérir. Mais quand on ne les guérissait pas, et voilà, débrouillez-vous tout seul. Donc lui, il avait une bonne pratique de la méditation et il s'est dit peut-être que nous, on peut les aider. On peut les aider en sortant aussi du paradigme médical, qui est le paradigme médical, c'est je sais,
tu es malade, je te soigne, je trouve ce que tu as, je te donne les médicaments, je te soigne. Donc c'est une relation inégalitaire. Hein. Il y a quelqu'un qui sait et celui qui vient pour être soigné. Dans MBSR, c'est pas du tout ça. On est tous. Le rôle de l'instructeur, c'est de permettre à chacun, à travers les séances, de prendre conscience de ses forces, de ses ressources et de trouver lui-même la solution à ses problèmes, hein, qui n'est pas forcément celle qu'on aurait. Donc, c'est important parce que c'est un renversement complètement de la position du médecin. Le médecin n'est plus celui qui sait, c'est celui qui va aider l'autre à découvrir sa propre vérité. Donc, à travers des protocoles de méditation, de toute façon, le protocole OMT. OMD Oui, c'était Mindfulness OMCT. Training. Ah, Bon. ça c'est Compassion, ça c'est le bon. versant où tu es en train de nous C'est mettre. en fait le protocole est calqué sur MBSR. Hein, les 8 Pas semaines, ça a été. complètement. Non, oui. Bon, on ne va pas Tout rentrer à dans fait, les détails. Tout à fait, C'est les 8 évident. semaines. Alors, moi, je suis pas là pour faire la panégyrique de quoi que ce soit. Simplement pour vous dire que c'est ces protocoles qui ont fait faire des études, qui ont montré que la méditation pouvait avoir un certain intérêt. Alors, tous les pratiquants de méditation savent que la méditation peut avoir un certain intérêt. On n'a effectivement pas besoin d'études pour montrer que la méditation a un certain centre d'intérêt. Mais je vous signale que moi, quand j'ai commencé la méditation il y a plus de 20 ans, dire dans un hôpital que vous méditiez, on vous regardait comme ça. Hein, je veux dire, bon, donc c'est ça d'ailleurs, les études, le travail de Kabat-Zinn a permis une démystification, une séparation de la méditation de tout le courant New Age. Parce que c'était ça qui portait de l'ombre à la méditation et de tout le courant religieux. Parce que aussi, c'était, mais moi je veux bien méditer, mais je ne veux pas devenir bouddhiste. C'est quand même le droit de chacun. Hein, je veux dire, bon, c'est pas. Parce qu'il faut voir aussi que c'était pas proposé, c'est pas des gens qui venaient pour apprendre à méditer. C'est des gens qui venaient parce qu'ils avaient un problème et qui voulaient trouver à travers ça une solution à leur problème. C'était soit de la douleur chronique, c'était soit c'est comme ça que ça s'est introduit en médecine, hein, soit une insuffisance rénale chronique, soit des gens qui avaient été traités pour cancer, soit des dépressions, soit des... Bon, ils venaient pas pour devenir bouddhistes, hein, ils venaient simplement pour apprendre quelque chose qui allait les aider, eux, dans leur vie quotidienne. Donc ça, c'est quand même important à voir que c'est pas la même motivation, hein, je veux dire. Alors donc, c'est ce protocole MBSR qui a commencé aux États-Unis dans les années 79, qui est largement développé aux États-Unis, est arrivé. Il y a eu une adaptation de ce protocole sur la thérapie cognitive, c'est-à-dire, ça s'appelle MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy. Ça a été des gens, je vais vous dire qui d'ailleurs, essentiellement, c'est... je ne vais pas noter. Bon, enfin, c'est Zindel Siegel, Marc et Tisdale, qui sont, Marc, j'ai un trou sur son nom, et qui sont allés aux États-Unis, qui ont rencontré John, qui était psychiatre, qui ne méditait pas à l'époque, sauf John Tisdale, et qui ont dit « Ah, ça pourrait nous intéresser ». Et ils ont fait un protocole mêlant des moments de méditation, que ce soit des méditations actives, marcher dans le mouvement, ou des méditations assises, à des éléments de thérapie cognitive que vous a brillamment montré la dame qui venait de Tenerife, où quand on porte l'attention sur les pensées, on fait prendre conscience au moment, aux gens, que les pensées ne sont pas des faits. Bon, ça existe aussi dans MBSR, mais ce n'est pas dit comme ça. Donc ça, c'est des éléments de thérapie cognitive qui sont ajoutés au protocole MBSR et qui a été étudié et qui a montré que ça avait une action
dans la prévention de la rechute dépressive. Parce que chez les gens qui sont dépressifs, il faut savoir que très souvent, ils rechutent. Alors, quand il y a une première fois, ça peut être isolé, mais après une première rechute, c'est quasiment sûr que les gens rechutent. Donc par rapport à ça, ils ont essayé de mettre, et ça a été démontré scientifiquement, que ça avait une efficacité sur la prévention de la rechute dépressive. Donc les psychiatres, essentiellement, sont, qui lisaient la publication anglo-saxonne et qui sont toujours à la recherche quand même de nouveaux outils, se sont dit tiens, c'est intéressant. Et donc ils ont introduit la première fois MBCT en France, ça a été par Christophe André, que vous connaissez peut-être, dans les années 2003-2005. Bon, il a commencé à développer ça dans le service qu'il arrivait qu'il animait à Sainte-Anne. Et puis après, il y a eu d'autres études, et maintenant, il y a eu des études qui ont montré, et ça s'est diffusé, ça a été diffusé dans des hôpitaux. À Sainte-Anne, il y a une autre dame qui s'appelle le docteur Saron, qui étudie l'efficacité d'MBCT dans les maladies bipolaires. Donc ça, c'est des travaux d'expérimentation. Donc je veux dire, on ne peut pas faire ça individuellement, hein, ça demande des sous, des trucs, donc c'est des travaux, et on va avoir les résultats. Et là, il y a une dernière étude du Lancet, qui est parue en mai 2015, qui montre que MBCT est aussi efficace en première rechute que la poursuite du traitement antidépresseur. Donc c'est quand même vachement intéressant, hein, je veux dire, bon, donc ça ouvre des perspectives. Bon. Après, donc ça s'est développé dans les hôpitaux, essentiellement à Sainte-Anne, et aussi dans certaines cliniques, dans d'autres régions. Je suis désolée, je suis parisienne, donc je connais plus le milieu parisien. Mais et au niveau de la recherche, et il y a des groupes MBCT, ça c'est bien diffusé. MBSR, c'était moins connu dans les années 2005-2007. Donc c'est arrivé, John Kabat-Zinn est venu en France pour présenter son livre Au cœur de la tourmente, et c'est à partir de là qu'ont été formés les premiers formateurs, on parlera de la formation aussi, MBSR, et les premiers formateurs sont sortis en 2009 et le temps d'être certifiés 2012-2013. Donc c'est quelque chose de très récent. Ceci dit, certifié par qui? Hein? Les certifications, c'est qui? C'est le centre de mindfulness de Boston. Mais ça, on en reparlera de la formation. Bon. Donc ça, c'est pour vous situer le tableau. D'accord? Donc pourquoi MBSR, MBCT s'est introduit dans l'hôpital? Pourquoi il y a des ouvertures à l'hôpital? Mais parce qu'il y a les études qui montrent que c'est efficace. Alors ça ne veut pas dire que c'est le seul truc efficace. Il y a peut-être plein d'autres trucs efficaces. Mais les décideurs à l'hôpital, ceux qui vont ouvrir la possibilité, parce que vous faites un groupe MBSR à l'hôpital, il faut déjà avoir l'accord de tout le monde, et puis deuxièmement, après, il faut le financement, parce que c'est gratuit pour les gens, mais c'est pas gratuit pour l'hôpital. Donc il y a tout ça qui rentre en compte. Et en 2007, moi j'avais proposé des groupes MBSR à Curie, donc, et ça a été refusé. Ça a été refusé parce que c'était trop tôt, quoi. Et en l'année dernière, ils sont venus me voir pour organiser des groupes MBSR. Donc c'est vous dire, c'est quelque chose qui change beaucoup. À l'IGR, il y a des groupes MBSR pour les patients. Tout ça, c'est des centres anticancéreux, mais c'était le domaine où où je suis. Donc à l'IGR, il y a des groupes pour les patients qui ont eu un cancer et qui sont en état, soit ils viennent de finir leur traitement, soit ils ont des métastases, mais qui ne sont pas sous traitement. C'est-à-dire qu'ils ont une vie à peu près normale. Parce que, et il y a des groupes MBSR aussi pour les soignants. Ça, c'est à l'hôpital. Alors, à l'hôpital, il y a MBCT, MBSR qui est là, qui commence. Alors, pourquoi ça commence? Ça commence souvent. À l'hôpital, on n'y rentre pas comme ça, comme à l'école, on n'y rentre pas comme ça non plus. Hein, je veux dire,
il faut soit être médecin, soit être infirmier, soit être accepté dans l'hôpital, soit... Enfin, je veux dire, il faut que l'hôpital fasse une demande à quelqu'un particulier, mais on n'y rentre pas comme ça en disant... enfin, dans ce que j'ai vu, et pour l'instant, ça peut changer. Hein, je veux dire, bon, ça c'est comme ça. Il faut savoir que les groupes MBCT, MBCT sont aussi faits en province, alors donc il y a Sainte-Anne, en province il y a à Strasbourg, où il y a beaucoup de choses. Je crois qu'il y a des choses à Montpellier aussi. Je crois qu'à Strasbourg, il se passe des choses, pas à Strasbourg, à Grenoble, il se passe des choses aussi. Donc il y a plein d'endroits où c'est en train d'émerger. Donc ça, c'est quand même très important et ça existe. Après, il faut savoir que les protocoles MBSR et MBCT ont été adaptés à certaines pathologies. Par exemple, pour les maladies bipolaires, le travail de recherche adapte un peu le protocole à genre. Il y a un autre protocole qui s'appelle MBRP, qui est fait par Fancy Bardaki, qui est l'introduction de la pleine conscience chez les femmes enceintes, et en incluant le mari, et comment la préparation à la grossesse, à l'arrivée d'un enfant. Et ça, c'est en train de se développer. Et là, la dernière fois, quand Nancy est venue présenter son travail, là, on va faire une présentation, par exemple, dans un congrès d'obstétriciens pour parler de l'utilisation de la pleine conscience. Donc, il y a des portes qui s'ouvrent. Hein, je veux dire, bon, et il y a des endroits où il y a des choses. Bon. Alors ça, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, avec toutes les ouvertures possibles. Il y a 2 diplômes universitaires dont j'ai parlé, un à Strasbourg qui est depuis 2011, je crois, 2011, qui a été créé en 2011, et où le public, c'est des soignants, quels que soient les soignants, ça peut être des infirmières, des psys, mais des soignants qui travaillent déjà dans le milieu, et où il y a des cours, en fait, moi je les fais, je le sais, il y a des cours sur l'effet, sur les études qu'on a, sur les effets biologiques, sur tout ce qu'on sait à l'heure actuelle sur les effets scientifiques de la méditation. Et en même temps qu'il y a des cours, il y a parce que ça s'adresse à des gens qui la plupart du temps n'ont pas médité. Donc simplement, quelques minutes de méditation le matin, un peu de marche méditative pour leur faire sentir un peu de quoi il s'agit. Mais ce n'est pas une formation à être instructeur de méditation. Hein. Mais ça, et c'est d'ailleurs, c'est à partir de c'est un chirurgien, pour vous dire comment ça se fait dans les hôpitaux. C'est un chirurgien qui a fait le DU, qui était à l'IGR, qui a dit « Ah, ben oui, moi ça m'intéresse, on va essayer de mettre ça à l'IGR. » L'IGR, Et c'est Gustave Roussy. Institut Gustave Roussy. Donc il a dit « Moi ça m'intéresse, on va essayer. » Et il a pu faire introduire quelqu'un, lui il n'était pas formé, mais quelqu'un de formé à l'IGR. Voilà comment ça se fait. Hein. Je veux dire, mais il faut toujours que ça soit soutenu par des gens en qui l'établissement a confiance. Hein. Vraiment, et voilà. Et il y a un tout nouveau DU là qui va commencer à Paris, à la Pitié-Salpêtrière, qui est fait par un professeur qui s'appelle Corinne Ignard-Banis. Et c'est là aussi, c'est simplement une introduction pour donner aux soignants des informations que les gens qui n'ont pas une pratique essentiellement de méditation, qui ne vont pas dans les centres, ne savent pas forcément. Et pour aussi les aider à faire le tri dans toutes les informations multiples et variées parce que je ne vais pas nier que c'est aussi un phénomène de mode. Et qu'à l'heure actuelle, et c'est un des problèmes d'ailleurs, bon. Et donc, et des formations. Alors, comment sont formés les instructeurs MBSR, MBCT? Bon. Alors, les instructeurs MBCT sont formés
Maintenant, ça se regroupe parce qu'il y a eu au début une assez grande différence de formation entre MBSR et MBCT. Maintenant, ça se regroupe parce que dans MBCT, il y avait tous les gens tenants de la thérapie cognitive, il y en avait qui disaient la méditation, c'est en plus. L'important, c'est la thérapie cognitive. Mais les choses évoluent et ils sont bien rendus compte que ce n'était pas vrai. Et ces gens qui ont commencé à faire ça sans avoir médité se sont mis à méditer. Donc ça veut dire que les choses se transforment quand même. Comment il s'appelle le DU à Paris? Le nouveau DU? Eh ben, il s'appelle, c'est le DU de la Pitié-Salpêtrière. Sur la méditation. Sur la méditation. Méditation et neurosciences. D'accord. Et donc, la formation MBCT, c'est des gens qui sont psychiatres ou psychologues, qui ont, qui commencent à faire 8 semaines, les 8 semaines, puisqu'il y a les 8 semaines MBCT comme il y a les 8 semaines MBSR, pour eux. Et puis après, ils ont une formation qui dure 5-6 jours. Mais ils doivent faire une retraite par mois, etc. Donc c'est vrai que c'est des gens qui souvent viennent du milieu professionnel et n'ont pas un long passé de méditation. C'est vrai. Encore que, il faut savoir ce qu'on fait quand on a un long passé de méditation. Mais bon, c'est-à-dire que c'est vrai, c'est comme ça. Et en MBSR, la formation est plus rigoureuse. En MBSR, il faut avoir déjà fait au moins 3 mois de méditation avant de pouvoir commencer à 3 mois, pas forcément d'affilée, hein, mais avoir quand même une pratique régulière de méditation. Il faut avoir fait les 8 semaines pour soi, pour expérimenter le protocole, etc., parce que ça a fait. Et après, il y a ce qu'on appelle le practicum, c'est en résidentiel 10 jours. Où on apprend aux gens, on les immerge dans les choses, et après il y a des groupes de travail sur comment ça se fait, qu'est-ce qui a été développé là, etc. Une formation, une certaine pédagogie. Et après ces 10 jours, les gens ne peuvent pas animer de groupe, mais ils peuvent continuer, ils peuvent suivre des groupes animés par des gens qui sont formés. Après ça, il faut 1 an ou 2. Après ça, il y a une autre session de 10 jours. Après quoi, les gens peuvent animer des groupes. Mais pendant qu'ils animent des groupes, pendant 1 an ou 2, ils doivent être sous supervision. C'est-à-dire discuter, ça peut être 1 fois par mois, etc., de ce qui s'est passé dans le groupe, où ils ont été, eux, touchés, bloqués, où ils se sont fait prendre dans leur... Parce que, je veux dire, bon, moi je veux bien, hein, mais il n'y a pas de professionnel de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est un travail qui n'est jamais fini, puisque c'est exactement vivre chaque instant dans sa nouveauté et accueillir l'expérience telle qu'elle est, et accueillir sa propre expérience. Donc on peut aussi, de temps en temps, dans des groupes, se sentir mis en question dans des groupes, etc. Donc c'est à ça que ça sert la supervision. Et puis au bout d'1 an ou 2 ans de supervision, au bout du moins que vous ayez animé 10-12 groupes, déjà, vous envoyez vous filmez comme ça, pendant que vous animez les groupes, comment les discussions, etc. Et après, éventuellement, vous êtes certifié. Bon, ça c'est la base. C'est rien comme formation. Hein, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a l'aspect méditation, mais il y a l'aspect aussi pédagogique, il y a l'aspect présence à soi. Il y a vraiment des choses importantes. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des tensions, on va dire, on va parler de tensions, entre une transmission séculière de la méditation qui se fait comme ça, c'est-à-dire par des instructeurs qui sont eux-mêmes formés, etc., mais sans référence à un maître spirituel quelconque, puisque
gens qui viennent suivre un cycle MBSR ne viennent pas pour entendre parler de bouddhisme. Ils viennent pour vivre l'essentiel de l'expérience, parce que, comme le Bouddha le dit lui-même, je veux dire, le bouddhisme, c'est pas un truc de croyance, c'est un truc d'expérience. Mais c'est pas si simple, parce que donc il y a certaines tensions, vous voyez, entre une formation laïque et une formation où chacun dirait que personne n'est tout à fait bien pour être instructeur. Ce qui est vrai. On n'est jamais assez bien pour être instructeur. Mais on peut toujours animer et partager ce qu'on a soi-même compris de son expérience. Parce que moi, je peux vous dire que la pleine conscience, c'est vraiment jamais fini. Et quand on anime des groupes, ou quand on travaille avec des gens, on est bien face à ça. Tout seul, on peut se raconter n'importe quoi. Mais quand on est là, en face des gens, à animer un groupe, on voit bien là où on en est. Hein, je veux dire, bon. Et ça, c'est important donc, bon, pour l'instant, il y a des tensions. Moi, je ne vois pas qui est bien, qui n'est pas bien. Il y a quand même la nécessité. Donc, le rôle, il y a un risque. Alors, le penchant traditionnel va dire qu'il y a un risque de dénaturation de la pleine conscience. Ce risque existe dans les deux lieux, parce que comment on transmet, ça dépend comment on a intégré soi-même. Et le fait d'être dans un lieu ou dans un autre ne préjuge pas de l'intégration qu'on a fait des enseignements qui vous sont donnés. Donc ça, c'est quand même très important à poser. Hein, je veux dire, donc voilà. Et les dérives, ben oui, il peut y avoir des dérives comme partout. Hein, je veux dire, bon, là, on est dans une période... et il y a quand même tout un travail pour essayer et pour les gens qui s'occupent d'MBSR, sont très soucieux de ça, de comment on peut essayer de garder l'éthique et la vérité de ce qu'on peut transmettre dans MBSR. Comment on peut faire? Je veux dire, bon, comment on peut faire? On ne peut pas savoir si quelqu'un médite bien ou si quelqu'un ne médite pas bien. On ne peut pas savoir si il a fait 30 ans de méditation ou s'il en a fait 10. Des fois, il y en a qui en font 5 et ils sont encore mieux que... Mais il y avait un truc qui m'a beaucoup intéressé dans ce qu'a dit Emmanuel, en disant, dans son test, comment je vérifie sur les enfants, en voyant comment ils se comportent dans la vie quotidienne. Et le test, c'est ça. Parce qu'on peut être un très bon instructeur MBSR, mais comment on incarne ce dont on parle? Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est pas une technique, c'est vraiment comment chaque jour on va soi-même se remettre sur le coussin et accepter quand les difficultés de la vie font. Et ça peut se poser, qu'on rencontre des difficultés, des deuils, des choses comme ça. Arriver à les accepter soi-même déjà. Donc c'est le chemin d'une vie. Et alors, je ne sais pas comment on peut faire pour intégrer dans l'hôpital autre chose que ce qui est validé. Je ne sais pas. Mais après tout, les choses vont s'ouvrir et pourquoi pas. Hein, je veux dire, c'est pas... Je veux bien répondre à vos questions. Avez-vous des questions d'abord? Oui, avec les patients, là, vous ne pouvez pas détailler un peu plus le protocole avec les patients? Ah, c'est le même. C'est le protocole MBSR. Un peu plus, qu'on sache ce qu'ils font avec les patients. Et deuxième chose, les patients, la durée des hospitalisations, c'est quelques jours. Nous, moi, je suis en SSR. Non, j'ai pas parlé de ça. J'ai dit des gens qui avaient été traités pour cancer, parce que les gens qui vont à l'hôpital ne sont pas forcément hospitalisés. Hein, je veux dire, en ambulatoire. Ils viennent en ambulatoire et des fois ils viennent plus à l'hôpital ou ils viennent tous les 3 mois.
Mais ils ont voulu s'inscrire à un programme MBSR parce que pour des raisons ou une autre, ils ont besoin d'être mieux. Parce que en cancérologie, il y a quand même un fait qui est que vous êtes malade. Pendant 3 mois, tout le monde va s'occuper de vous. Et après, on vous dit tout va bien. Mais tout va bien. Quand vous avez eu une fois un cancer, vous savez bien que ça peut revenir. Et comment on vit avec ça? Et comment on fait avec ça? Et comment on récupère son corps? Et comment on ose prévoir des choses? Et comment on ose vivre? Je veux dire, bon, c'est pas si simple. Donc ça ne s'adresse pas à des gens hospitalisés parce que les gens hospitalisés sous chimiothérapie ne sont pas en état. Oui, mais il n'y a pas que l'onco. Vous aviez parlé d'insuffisants rénaux. Ah bah oui. Donc c'est tout des ambulatoires. C'est pas C'est à tous l'hôpital. des à l'hôpital, à l'hôpital, c'est soit il y a de moins en moins d'hospitalisation. Les gens qui sont hospitalisés, c'est des gens qui sont en très mauvais état général. Donc c'est pas l'endroit où on peut faire. Il y a une étude américaine qui a été faite par Elena Rosenbaum, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a travaillé en cancéro et qui a voulu voir si, enfin c'était juste un truc, si on pouvait faire quelque chose aux gens qui étaient vraiment pas bien du tout et qui subissaient des chimiothérapies difficiles, etc. Et c'est pas possible, c'est pas possible. Soit ils ont déjà un acquis avant et ils utilisent ce qu'ils ont, Voilà. mais c'est pas au moment où vous êtes complètement que vous pouvez rentrer là-dedans. Moi j'ai travaillé en soins palliatifs, c'est pareil, hein, je veux dire, bon, soit les gens faire la méditation quand on travaille en soins palliatifs, c'est utile pour le patient, pour vous, pour le thérapeute, pour pouvoir être là, pour être vraiment là. Mais pour le patient, c'est pas le moment de lui dire vous allez vous allonger, respirer, donc ça marche pas ça. Pourquoi? Il peut entendre pourquoi, Je sais parce pas, qu'il moi, ne je peut pas suis en SSR, respirer. on a des... En SSR, c'est 3 semaines, hein, 3 semaines à mois, et on a des séances de relaxation, de sophro. Oui, Ouais, mais non, mais c'est- SSR, c'est pas Oui, pas mais des soins justement, à l'hôpital, palliatifs. c'est aussi SSR. Oui, Il y a non, pas non, SSR. c'est un soin de Donc, ma suite. question, est-ce C'est un qu'il y soin avait de un suite, programme pour ils les ont patients cherché. Rééducation, intervention. SSR, soins de suite et rééducation. Soins de suite et C'est rééducation, donc, c'est pas 3 l'hôpital. semaines. Oui, non, mais nous, Ils on sont vient sortis de par l'hôpital. l'hôpital au sens Oui, non, mais comment je- la méditation j'entends est-elle bien. arrivée à l'hôpital. Il n'y a pas que l'hôpital public, quoi. Bah, moi, je parlais de Toutes sortes l'hôpital. de structures. Donc, en gros, pour Elle est résumer, arrivée les par patients, MBSR. c'est uniquement en ambulatoire. Pour l'instant, oui. Ok. Et par contre, les soignants, c'est uniquement les DU. Non, les soignants, s'il y a des groupes, par exemple à l'IGR, il y a des groupes pour les soignants, c'est ceux qui veulent. Oui, dans les Donc services. ça, c'est cadre formation continue ou les trucs Éducation les patients, c'est éducation thérapeutique. TP, Et pour les soignants, ça dépend de... les établissements, comme Voilà. vous disiez tout à l'heure, il faut... Ouais, ouais. En fait, vous vous connectez sur un établissement qui vous accueille parce qu'il y a quelqu'un qui fait la connexion et après... Voilà. ouais, d'accord. Sur les ressources humaines qui sont... Oui, Voilà. on propose Ouais. ça. Ou alors c'est formation les gens qui, soit ils vous connaissent, soit ils vous... Mais c'est eux qui sont demandeurs. C'est ça, mais dans le cas où ça l'est pas, justement, Bah, c'est difficile. c'est une vraie question, comment intégrer, enfin voilà, comment pénétrer. Bah, c'est difficile. Ouais. C'est difficile, moi je ne sais pas, c'est le début. Alors peut-être que ça va changer. C'est tout le début maintenant. Je veux dire, bon, donc Il y aura des retours c'est déjà, c'est le fait que là vous semblez déçus, je suis désolée, mais depuis, vraiment, non, C'est ça, mais, en fait. mais C'est déjà le pas fait mal, que c'est déjà pas mal. il y ait des petites ouvertures comme ça, vous vous rendez pas compte le progrès que c'est par rapport à il y a 5 ans. Je veux dire, bon. Et quand les choses s'ouvrent, et si les expériences sont concluantes, parce qu'il y a ça C'est pour aussi. ça qu'il faut bien les Parce que évaluer. quelqu'un qui va... D'ailleurs, quand vous rentrez dans un hôpital, pour faire par exemple un BSR ou ce que vous voulez, vous allez être évalué après. Il va y avoir... Enfin, pas vous, mais le groupe. L'intervention, ouais. Parce que quand vous rentrez à l'hôpital, il faut demander de l'argent. Donc l'argent, ça se demande soit à la Ligue, soit au truc comme ça, soit à la RS, etc. Mais l'argent, ils ne vous donnent pas comme ça parce que sur votre tête. Ils vous disent, bon, bah ok, mais proposez-moi un petit travail clinique, de recherche clinique. Donc à ce moment-là, il faut aussi voir avec les SA et proposer un petit travail en disant évaluation avant, après, etc. Voilà. Mais c'est comme ça que ça se passe. J'ai une question. Oui. J'aimerais que vous reveniez sur quelque chose que vous aviez dit en introduction en plénière, qui était
pour les thérapeutes, cette carapace, cette fermeture. Oui, c'est non, quelque ça, chose de- je l'ai dit à propos de... C'est Corinne qui fait ça. À la Salpêtrière, elle intervient chez les étudiants en médecine en 5e année. Et ça, c'est vachement important. Parce que, et j'étais à Oxford cet été, dans un congrès où il y avait des gens qui méditaient, qui ne méditaient pas, enfin tout était mélangé, et des instructeurs, etc. Et vraiment, je pense que, enfin, par expérience personnelle, vous savez, être médecin, c'est dur. C'est dur, surtout en cancéro ou même en être psychiatre, c'est très dur aussi. Hein, voir des gens qui sont... C'est dur. Vous faites des études de médecine, vous apprenez à comment soigner les choses, etc. etc. Vous apprenez jamais comment on fait face. Au début, quand vous êtes jeune médecin, vous essayez de ne pas vous tromper. Et puis après, vous êtes un peu comme ça, démuni. Moi, j'ai trouvé des ressources dans la méditation. C'est pour ça que je me suis intéressée quand... je fais de la méditation, et quand j'ai entendu parler qu'il y avait des gens qui introduisaient la méditation à l'hôpital, pour moi, ça a été super intéressant. Comment ils faisaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, etc., etc. Parce que c'était vraiment... Parce que moi, je l'avais intégré, si tu veux, dans ma consultation, à la manière de recevoir les gens, etc., etc. Mais je n'avais pas pensé du tout que c'était... D'abord, ça n'aurait pas été possible d'intégrer réellement la méditation. Donc, il y a deux niveaux. Si ce qu'on travaille dans la méditation essentiellement, c'est l'ouverture du cœur. Mais c'est pas ça, l'ouverture du cœur. On passe sa vie à se protéger. Hein? On a peur, ça fait mal. Bon, alors, quand on est face à des gens qui souffrent beaucoup, qui sont en fin de vie, qui vont mourir, qui veulent pas, qui pleurent, qui crient, que la famille... Enfin, je veux dire, bon, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas quelque chose pour essayer d'accueillir cela? Si on ne sait pas créer un espace suffisant pour simplement laisser à cela le temps d'être. C'est tout, c'est pas autre chose. Mais bon, ça prend du temps, c'est difficile, c'est long. Et Comment voilà. c'est accueilli par les étudiants de 5e année, cette Bah, intervention alors ça, je ne sais pas, je sais que ça se fait depuis 2 ans. Ils ont droit à 2 cours de méditation pour à un peu une explication, etc. Bon, après on verra, mais ça les a ouverts aussi à ça. Et moi je sais que j'ai eu des internes et des externes qui étaient très quand j'étais à Curie, qui étaient très intéressés par MBSR, mais ils ne pouvaient pas le faire, etc. Mais il y en a qui faisaient du yoga, chez les jeunes, il y a quand même plus, c'est quand même beaucoup plus ouvert qu'on imagine. Hein, je veux dire, bon, voilà. C'est beaucoup plus ouvert et ils sentent bien. Comme l'a dit, on l'a dit qu'à l'école ils sont très stressés. Je veux dire, bon, ce stress, remarque qu'il commence à l'école, il continue pareil. Tout le temps. Hein, je veux dire. Moi, je reviens très bien sur sur l'organisation de la formation, sur ce lien entre tradition et démarche scientifique. Est-ce que là où il y a des lieux, des personnes de la tradition ouverts et des personnes de la démarche scientifique et de la méthodologie ouverts, est-ce qu'il y a des liens et des... Mais non, mais pour l'instant, Il y a pas. on est vraiment à l'aube. Ah oui, d'accord. Donc pour l'instant, tous les gens qui se transmettent MBSR sont des gens qui ont un passé méditation, qui ont une connexion avec la Sont reliés tradition. quelque part. Et tous les gens alors, la tradition, c'est pas forcément une tradition bouddhiste. Hein. Non, mais Ça peut être une tradition hindouiste, ça peut être mais ils ont tous une tradition. C'est-à-dire ils sont ancrés quelque part. ils sont ancrés quelque part. Voilà. Mais bon, ça c'est les pères fondateurs. Après, on verra. J'avais une question sur justement le protocole MBSR et son intégration à l'hôpital.
je comprends que ce soit quelque chose qui ait besoin d'être validé et cadré, et la formation MBSR a l'air justement très bien pour ça, que ce soit des praticiens de la MBSR qui soient à l'hôpital aussi, mais je m'interroge sur le fait que ce soit justement ce protocole qui soit forcément transmis, même par les praticiens de la MBSR. C'est-à-dire qu'il y a des techniques d'attention, on a vu, la pleine présence, c'est aussi, voilà, ça peut être des exercices d'attention, ça peut être tout un tas de choses. Et quand vous parlez par exemple en palliatif, qu'on ne peut pas faire de la pleine présence, je trouve ça dommage que dans certains services, comme en pédiatrie par exemple, avec des enfants, avec des jeunes, enfin, ça pourrait être peut-être plus facilement adaptable pour des patients qui restent soit sur des courtes durées, soit sur des plus longues, enfin, peu importe. Ça c'est autre chose. Et donc, parce que moi je parlais du protocole MBSR et MBCT. Ouais. Bon, ça c'est deux protocoles très définis. Ouais. À partir de là, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire de la mindfulness, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Sous réserve que Seulement, l'hôpital ouvre sa porte. l'hôpital ouvre pas sa porte à ce qu'on veut. Je veux dire, voilà. Mais de toute façon, pour moi, être instructeur MBSR, c'est ce que je suis, c'est une manière d'être. Donc forcément, tu la transmets là où tu es. Forcément. Ouais, c'est sûr. Et vous qui connaissez donc le protocole MBSR, vous disiez que l'OMT ou OMCT il est calqué sur ce protocole. Il n'y a pas de différence. Oh, je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Il y a quelques... Moi, je peux en parler un tout petit peu, mais je ne connais pas le protocole. Voilà, c'est ça. C'est bien pour ça que c'est très difficile d'en parler. Ce qui est très différent, c'est déjà au niveau financier, parce que le protocole OMT est basé sur la participation consciente, sur le don conscient. Et ensuite, dans le protocole OMT qu'on a fait, dans les exercices corporels, il y a des choses qui sont légèrement différentes. Je peux en parler puisque voilà, moi j'ai introduit un peu des choses qui venaient de la danse et de l'improvisation et du mouvement libre, ce qu'on fait dans le mouvement libre dans OMT. Et puis pareil dans les exercices corporels, il y a des choses qui viennent de la technique Alexander, qui ont été aussi apportées dans le protocole OMT. Après mais dans MBSR aussi, hein. Mais après sur le fond, voilà, c'est les différences que je connais, mais il y en a sûrement d'autres. Voilà, mais je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que le protocole, nous on appelle ça un protocole MBSR, c'est très précis. Donc je veux dire... n'introduit pas de choses. Voilà. Non, voilà, le voilà, OMT non voilà, plus. voilà, Tout ça, c'est maintenant, voilà. c'est complètement Fixé. cadré, Ouais. c'est fixé. Ça a Mais été bon, inventé, ça c'est susceptible d'être Tu remanié, sais, mais c'est la situation historique. Ça a commencé aux États-Unis en 79, ça arrive en Ça a France. commencé en Inde il y a 2600 Oui, ans. dans 2600 Voilà, ans. Mais non, c'est je quand parle de même cette des forme-là. Oui, bon, Cette forme-là. Vipassana, Lacton, ça c'est les mêmes choses, on parle des mêmes choses. Il y a Oui, 100 mais- 000 protocoles. Il y en a Oui, plein mais- qui mais- faut s'adapter mais- à la réalité de l'Occident. Exactement. Quoi. Et Voilà. pour rentrer à Ce qui est l'hôpital, bien, il y a- c'est que il y a c'est pas de- un protocole laïque et qui aura plus de crédibilité. Enfin bon, quand on parle de oui, différence mais entre par un contre, ce protocole qui et est l'autre, très intéressant quand on vit ici et qu'on pratique OMT ici, c'est que les gens qui viennent, vous pouvez en parler, je ne suis pas la seule à pouvoir en parler, les gens qui viennent ici pour ce protocole laïque, ils sont aussi très intéressés par la tradition. Et au début, on se disait, ça va se confronter. Et en fait, on se rend compte que en fait, les gens ils disent, est-ce que vous pouvez pas nous de expliquer problème. la symbolique du temple? Ouais. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien, Mais parce que ça- ça se confronte pas. Ça, c'est par exemple, il y a des gens, parce que nous, MBSR, ça dure 8 semaines. Hein. Après 8 semaines, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ben, Oui, soit c'était ils une question, pratiquent, ils vont aller- ils continuent à pratiquer tout seuls, on fait des groupes de soutien de temps en temps pour que les gens se retrouvent, soit ils refont d'autres groupes MBSR, soit ils font des petites retraites MBSR, soit ils viennent dans des centres d'hébergement. Et c'est normal, et c'est parfait, et c'est très... mais tout le monde viendra pas. Oui, Il y a- beaucoup de et il y gens, en a qui vont trouver des choses dans leur propre tradition, des chrétiens qui vont trouver
trouver, parce qu'il y a de la méditation aussi chrétienne, etc. Donc, je veux dire, c'est pas... C'est ça qui est intéressant aussi, moi je trouve. Et c'est Parce bien, que c'est bien pour ça que ici, c'est intéressant. il y a de plus de gens qui sont déjà thérapeutes, donc qui sont, je ne veux pas dire que tous les thérapeutes sont bien dans leur intériorité et leur corps, mais qui ont cette démarche-là, et du coup ça amène à... Ici, il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient tellement remplis de souffrance, qui venaient pour ça, et qui donc cette souffrance débordait, et que je trouve justement que ce mélange, il est vraiment super, parce que... C'est un lieu, ça devient pour les thérapeutes, les centres, alors ici, chrétiens, hindouistes ou autres, ça devient des lieux de ressourcement, de formation personnelle. Exactement. Il y a plein de lieux, il y a le Moulin de Chab, il y a plein de lieux de ressourcement. L'important, c'est de les trouver. J'ai vraiment l'impression que les gens veulent finalement cette sécurité spirituelle à travers les enseignants, mais ils veulent pas la couleur culturelle. Ils veulent pas la couleur, quoi. Ils veulent quand même que ce soit des gens qui aient une certaine évolution spirituelle, qui les guident, mais en même temps, ils veulent pas voir le symbolisme, quoi. Je suis pas sûre, hein, je veux dire, bon, parce que eux, ça pour les gens qui ont mis en route le protocole MBSR. Oui, mais pour les gens qui viennent à un groupe MBSR, ils s'en foutent complètement. Je veux dire, ce qu'ils veulent simplement, c'est pas de savoir où tu prends tes racines, c'est que tu arrives à leur transmettre quelque chose qui leur parle et qui leur fasse prendre conscience d'un certain nombre de choses, c'est tout. Je veux dire, bon. Ce qui importe, ce que les gens ressentent, ils le sentent, c'est la qualité d'être. Ça, c'est important. C'est ce qu'on va chercher chez un thérapeute, en fait, ou chez un pratiquant. La qualité d'être. Mais qui n'est jamais achevé et qui peut faire des hauts et des bas. Et puis il y a, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des lamas qui sont sortis de retraite ici, qui sont allés faire la MBSR et qui ont suivi le protocole et la formation, et qui sont aussi formateurs maintenant au MT et qui du coup ont pu voir les différences qu'il pouvait y avoir, les parallèles, etc. Et qui se rendent compte aussi de la profondeur de l'OMT, qui prend ses sources, c'est vraiment sa racine dans le dharma, mais versus laïque, hein, avec des termes laïques, et qui du coup, c'est vrai, a une profondeur qui peut-être n'ont pas retrouvé dans la MBSR, hein, mais en tout cas ont adhéré au protocole. Hein, enfin, le sans fait problème. d'avoir fait les 8 semaines MBSR n'est pas avoir fait la formation MBSR, c'est avoir expérimenté MBSR, ça dépend avec qui ils ont fait la formation. Et moi, je ne voudrais pas qu'on rentre dans, et c'est vraiment ça, c'est des espèces de comparaisons, de choses comme ça. Le public n'est pas le même, bien sûr. Voilà. Mais il y a aussi des gens, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il y a des gens qui sont sortis de retraite de 3 ans ici, en disant, mais si on avait eu qui sont sortis il y a longtemps, si on avait eu la pleine présence, on ne se serait pas fait autant chier, des fois, à ruminer, parce que c'est un accès qui n'est pas le même. Et que dans toutes les pratiques tantriques et du Vajrayana, il y a 10 000 visualisations, et que des fois, on se dit, s'il y a que ce truc, et ben c'est aussi profond, et c'est pas la même entrée. Et ça, c'est vachement bien aussi. Ça simplifie les choses. Ça, je pense qu'effectivement, c'est le travail de base dans les centres du Dharma déjà. Parce que moi, si j'avais connu ça bien avant, ça m'aurait beaucoup aidé. Ça c'est le travail de base dans les centres du Dharma. Mais c'est le travail, si on peut le diffuser en dehors du Dharma, c'est aussi bien. C'est pas encore mieux, c'est aussi bien. Je veux dire, bon, parce qu'il y a des gens qui viennent ou pas. Il y a plus de chances de s'aimer. Et s'il y a plein de gens qui arrivent à vivre autrement, à écouter les autres, à être plus... Le monde de demain sera différent. Il y a des manques de méthodes de base. Est-ce qu'on peut parler de phénomène de mode ou des révolutions? Il y a les deux, ça dépend de nous ce que ça deviendra. Il y a effectivement un phénomène de mode. Ça, le relais médiatique, c'est de l'ordre de la mode. Mais après, ça dépend de nous. Mais à l'inverse, c'est aussi parce qu'il y a une demande. Enfin, moi, je suis dedans depuis très longtemps et ayant vécu un pépin de santé, donc j'ai aussi traversé avec mes outils et avec le dialogue avec les soignants.
Mais moi j'ai été impressionnée de voir l'évolution, ça c'est clair, de voir le questionnement des soignants et l'appui de certaines personnes sur des données qui sont en eux tout autre que celles de la technique médicale, c'est évident. Et ça c'est, franchement, enfin, moi j'en sors et je trouve que vraiment, c'était pas possible il y a encore 10 ans. Ah oui, non, Ça c'est clair que c'était pas possible. Et puis il y a une réflexion profonde, et je crois que pour les médecins c'est vachement ils ont envie important. d'apprendre, ils ont envie de comprendre, et c'est nous terrain, enfin nous tous en tant qu'acteurs de la vie, ben, qu'on fait pousser le mouvement aujourd'hui, ce besoin de formation qu'ils ont tous, à vouloir savoir ce que c'est que l'ostéo, l'homéopathie, l'acupuncture, c'est impossible à intégrer en 2 jours de formation, évidemment. La même chose pour la méditation. Mais voilà, mais moi je me dis, cette dynamique qui est là, il y a sûrement de la mode, mais il y a plus que ça. Il y a quelque chose. Il y a Ça, besoin. c'est évident. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est aussi une réflexion sur l'aide. Qu'est-ce que c'est aider quelqu'un? Et je vous conseille un très beau texte de Naomi Campbell, qui est une dame handicapée, qui parle de comment elle a reçu l'aide. Et elle parle, quand vous m'aidez, c'est comme si j'étais cassée. Donc vous me réparez. Tandis que quand vous me servez, c'est entre aider et servir, vous me donnez la force d'être moi-même. Et ça, c'est vachement important. On va terminer Il par s'appelle ça. comment le texte? Ça s'appelle au service de la vie, de Naomi Campbell. C'est très très beau. Merci à vous tous. Merci à toi.